Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bienvenue à tous dans ce podcast, j'espère qu'il vous plaît toujours autant, et puis si vous découvrez ce podcast via cet épisode, je vous invite encore une fois à aller regarder les autres épisodes, hein. On est d'accord que ça se regarde pas de façon chronologique, chaque épisode, je pense que Kevin tu penseras comme moi, chaque épisode aborde des thèmes complètement différents, et on traite pas tant que ça d'actualité, donc en fait tous les épisodes sont intemporels. Interdépendant, intemporel, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller écouter ou voir sur YouTube. Alors voilà, j'en profite aussi pour dire que le podcast il est dispo sur YouTube et sur toutes vos plateformes de streaming de podcast, donc n'hésitez pas. Et puis Kevin, je te propose qu'on aborde tout de suite un sujet. Déjà, comment vas-tu ? Première chose. Écoute, je vais très très bien aujourd'hui. Le business marche bien. La petite famille va bien, y a la santé, tout se passe bien. J'ai récemment fait une compétition d'haltérophilie, ça s'est très bien passé. Étape par étape, on avance et on se rapproche des objectifs, donc tout va bien. Et donc, je veux bien parler de la préparation mentale, parce qu'à ce jour, c'est le seul levier sur lequel on a encore de la marge dans la recherche. Au niveau de la technicité, au niveau de la performance sportive, bon, ça fait des années, voire des siècles parfois sur certaines disciplines, que voilà, on est au bout de la technologie, on n'ira pas plus haut. C'est-à-dire un lanceur de javelot, là on peut plus optimiser sa technique. Voilà. Ça c'est concernant les sports, tu me confirmeras pour la boxe et pour d'autres sports comme le tennis, etc. Mais normalement, on est au point au niveau de la technique. Au niveau de la nutrition, pareil. Nutrition du sportif, au niveau de la santé globale, l'hygiène de vie, pareil. On est au point. Maintenant, on sait qu'en haltérophilie, il faut arrêter de fumer des clopes entre les barres. Parce que si tu veux, à l'époque, les mecs ils s'en foutaient, hein, ils fumaient des clopes. Donc, en termes d'hygiène de vie, pareil. Il n'y a rien à optimiser de ce côté-là. Le seul levier, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la prépa mentale. Voilà. Là, en termes de prépa mentale, il y a encore à faire et on découvre décennie après décennie des nouvelles optimisations. Et nous, on peut bien en parler puisque je vais t'accompagner pour ta prépa mentale sur ton prochain fight. Donc dans 2 mois, c'est ça ? Alors du coup, j'en ai un en toute urgence, il y en a un où je t'ai sollicité là, c'est dans 10 jours, mais c'est pas un fight, c'est un interclub d'entraînement. Donc on va faire des mises de gants et avec des mecs d'autres clubs. Donc déjà ça va être une première répétition. Donc là je t'ai alerté 15 jours avant, donc on va pouvoir faire quelques trucs, mais je pense que là où le travail ensemble aura le plus d'impact, c'est effectivement plus dans 2-3 mois où effectivement il y aura les compétitions de la fédération. Et là, ça va être super important. Et je t'ai sollicité d'autant plus que moi, clairement, justement, comme tu le dis, on a toujours 50 milliards de progrès à faire, hein, mais je pense que mon gros talon d'Achille, c'est justement sur la partie boxe, la partie prépa mentale. Je suis très sujet naturellement au stress et très sujet naturellement aux nuits blanches et aux insomnies. Et typiquement, je sais que si je fais rien là-dessus, les 2 nuits d'avant n'importe quel combat, n'importe quelle échéance, ça va faire de la grosse insomnie. Et aller sur le ring quand t'as fait une insomnie, c'est pas le top. Là, tu vois, déjà, le fait de savoir que dans 15 jours, j'ai un interclub, tu vois, j'y pense déjà tous les jours. Tous les jours, c'est dans un coin de la tête, alors c'est normal, mais tu vois, mine de rien, je sens que je suis un peu déjà en mode, tu vois, c'est un stress positif pour l'instant, parce que du coup, ça me force à me défoncer à l'entraînement. Mais je sens déjà que, tu vois, que ça me travaille. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on va travailler ensemble sur ma prépa mentale avec grand plaisir.
Ouais, parce que moi j'ai eu l'occasion aussi d'avoir de grosses échéances, euh, surtout à l'armée, notamment quand je devais tirer des missiles, donc c'est des pièces qui coûtent 12 000 euros, donc si tu veux, allez mieux pas rater ton coup, ou lors d'échauffourées à l'armée, etc. Euh, oui, on se donne rendez-vous à telle heure pour se battre, etc. Bon, c'est ce que j'ai vécu là-bas aussi. Donc, je comprends tout à fait la problématique. Et en plus, à l'armée, on nous préparait euh, mentalement afin d'être le plus optimal en terrain hostile. Donc, on appelait ça les techniques d'optimisation du potentiel. Donc en fait, l'armée est allée chercher dans le civil, chez des psychothérapeutes, des méthodes d'optimisation mentale. Et voilà, ils nous ont pondu ça. J'ai pu creuser un petit peu pour pouvoir proposer cet accompagnement à mes élèves, puisque aujourd'hui ça marche tellement bien pour les soldats qu'il y a beaucoup d'accompagnants et de formateurs qui proposent ce service dans le civil, donc notamment pour les cadres dirigeants, etc. C'est la cerise sur le gâteau. On voit énormément de sportifs qui s'y mettent. Alors qu'à l'époque, si on reprend les dires de Cyril Diabaté, c'était un petit peu la loose, il me semble, de se préparer mentalement. Tu pouvais peut-être paraître faible d'un point de vue brut, mais en réalité, maintenant, les losers, c'est ceux qui ne se préparent pas mentalement. Parce qu'on ne peut pas être à 100% sur tous les aspects du sport. Toi, tu as 10 ans de boxe, donc forcément ta technique, elle est vraiment, elle commence à être au point. Et donc voilà, ça pêche un petit peu du côté mental, mais c'est quelque chose qui est à travailler. Parce qu'effectivement, pas dormir la veille d'un combat, on parlait d'hygiène de vie. Ah, et donc justement, d'où l'importance de la prépa mentale en fait. Parce que la prépa mentale, elle conditionne les autres facteurs de performance. Donc en fait, si t'es pas bien dans ta tête, tu peux pas aller performer. Tu peux pas. Donc, et je l'ai vécu ça à ma première compète d'haltéro. J'étais bien dans ma tête, moi j'avais un peu de stress. euh, mais et ce qui m'a manqué, moi, c'est prendre du plaisir. J'ai pris aucun plaisir à la faire. Et dès lors que j'ai compris qu'il fallait que je prenne du plaisir, là, j'ai repris mes capacités en fait. C'est ça, tu reprends les rênes en fait. Parce que j'ai remarqué sur moi, hein, je parle de mon expérience, que lorsque je suis pris de stress pour une grosse échéance, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle en voulant à tout prix, au contraire, l'avoir. Et j'ai remarqué que plus tu prends du plaisir, plus tu es relâché, plus tu prends du recul sur l'échéance, et ben en fait, plus au contraire, tu as le contrôle. Parce que du coup, c'est plus facile de jouir de tes capacités physiques, de tout ton travail, de toutes ces années d'entraînement. Et d'ailleurs, je pense, bon, je rebondis une dernière fois, après je te laisse la parole, sur Clément Marcoux. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir ses travaux. Clément Marcoux, c'est un préparateur physique qui est un ancien petit combattant, je dirais. Bon, il a dû faire 2-3 combats de boxe anglaise ou autre chose, après je ne connais pas en détail. Mais c'est quelqu'un qui a très vite compris qu'il n'était pas fait pour la compétition et qui, du coup, s'est spécialisé dans le coaching. Et par contre, c'est un excellent coach. Parce qu'il disait, lui, justement, que lors des compétitions, le stress prenait le dessus et il n'arrivait pas à gérer le stress et donc il pouvait pas faire son sport et donc il se faisait pas plaisir. Mais je pense qu'on a, peut-être pas génétiquement, mais par éducation ou par mimétisme, on a tous des sensibilités différentes de base au stress. Donc, je sais que j'ai quand même, enfin, dans mon entourage, je vois que tout le monde n'est pas comme moi là-dessus, et peut-être que toi pareil. Donc, j'ai déjà l'impression que tu me diras si je me trompe, mais que c'est naturellement, tu as des personnes qui sont plus sujets au stress que d'autres. Et c'est vrai que là, moi, pour le coup, c'est naturellement l'anxiété, tu sais, et le stress, c'est quand même quelque chose qui est naturellement. Donc là, je me suis beaucoup amélioré en 10 ans et la boxe m'a beaucoup aidé quand même. L'entrepreneuriat m'a beaucoup aidé aussi parce que du coup,
Là, l'entrepreneuriat, pour le coup, c'est une énorme dose de stress. De t'exposer sur les réseaux, de t'exposer commercialement, c'est-à-dire de proposer des choses que les gens te refusent ou acceptent ou quoi. Enfin voilà, c'est un truc qui te renforce beaucoup, je pense que tu me diras pas le contraire. Donc moi déjà quand même, naturellement déjà, je voulais dire que naturellement je suis vraiment sujet à ça. Il y a eu des périodes de ma vie où, tu sais, il y a une période de ma vie en plus où je cherchais, en plus j'étais désorienté, je savais pas quelle orientation professionnelle je voulais prendre et où du coup là c'était le summum du stress. Puis au niveau familial c'était pas facile non plus, où je dormais carrément le jour et je vivais la nuit si tu veux, tellement j'étais stressé. J'ai touché ce fond là du stress à un moment où j'avais même plus de boulot, tu vois, etc. Et où là, pour le coup, au niveau insomnie, c'était terrible, parce qu'en fait, je dormais pas de la nuit, quoi, tu vois. Il y a eu cette période-là, et puis il y a eu toute une période où, là, pour le coup, j'avais un boulot, où j'étais dans les études, je me souviens plus, et où là, les insomnies, c'était, tu vois, je m'endormais à 3-4 heures du mat. Enfin, tu sais, tu m'as beaucoup connu, hein, insomniaque, beaucoup. Donc, alors c'est pas mal, parce que d'un côté, c'est des moments où tu prends du temps pour regarder du contenu, où tu lis, où tu fais des choses intéressante, mais par contre, t'es décalqué complet. Donc là, aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, et notamment grâce à la boxe, j'ai fait beaucoup de méditation aussi. Je pense que dans ton travail de prépa mentale que tu vas me faire faire, je pense que tu as de la partie justement visualisation, méditation, se retrouver. Il y a effectivement la partie prendre du plaisir. C'est bien que tu me l'aies rappelé, là, tu me l'as rappelé cette semaine. Du coup, là, tous les jours à l'entraînement ou peu importe ce que je fais, là, je me dis, allez, prends du plaisir. Et ça, en fait, finalement, ça te déstresse tout de suite parce que tu te mets pas dans une optique de performance, tu te mets dans une optique de plaisir. Donc ça fait du bien déjà de se le dire. Et ouais, méditation, et puis nutrition aussi, forcément, pour éviter de faire des insomnies, et puis pour voilà, la boxe. Et puis mine de rien, le fait que quand la boîte, elle fonctionne mieux, et quand au niveau du couple aussi, moi, à l'époque, quand j'ai fait mes premiers combats, j'étais célibataire, j'avais pas le cercle social que j'ai aujourd'hui. J'étais beaucoup moins structuré aussi, donc là le stress pour le coup t'es une marionnette quoi. Dès qu'il y a un impact, un minimum de trucs qui peut te stresser, tu le prends. Là aujourd'hui je suis quand même plus, voilà, c'est plus carré, plus structuré, mais je veux mettre toutes les chances de mon côté, donc c'est super que tu sois là aujourd'hui. Et globalement en fait le stress, moi il vient pas que pour les combats de boxe, hein, il vient, tu vois, si j'ai une grosse réunion commerciale le lendemain, un gros dossier, une grosse présentation commerciale à faire pour un prospect qu'on veut convertir en client. Pour un des projets pro sur lequel je suis, tu vois, je vais faire quand même très vite une insomnie ou m'endormir à 2-3 heures du mat. Donc en fait, la boxe, c'est aussi le prétexte de préparer les combats de boxe avec toi, c'est aussi finalement une répétition pour tout le reste, en fait, tu vois, pour toutes les autres échéances, tous les autres trucs liés au stress. Et c'est là où on disait que la dernière fois, faire des sports de combat, c'est aussi bien pour ça, c'est que ça t'apprend à gérer ton stress. Et faire de la compète, peu importe le domaine, c'est génial aussi parce que justement, tu apprends à préparer une échéance et à anticiper le stress. Donc ça va être top le travail qu'on va faire ensemble là-dessus. Ça va être top. Et là, je tenais à souligner un autre facteur de développement. Et là, où on va travailler sur la prépa mentale. C'est reconnaître sa valeur, parce que je pense que tu parlais d'appel de vente. Tu vas pouvoir me dire si je me trompe. Lorsque tu vends le mieux, c'est lorsque tu es persuadé que tu vas apporter de la valeur à ton client. Autrement dit, c'est lorsque tu es conscient de ta valeur et tu sais que ce que tu as à lui offrir va lui apporter quelque chose. Vrai ou faux? Oui, complètement. Ouais. C'est pour ça que ça vient avec l'expérience aussi, puisque tu te rends compte de plus en plus de l'impact que tu as au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que quand je me suis lancé, tu as forcément plus le syndrome de l'imposteur. Et donc oui, l'état d'esprit, tu veux dire en fait que l'état d'esprit, enfin globalement, si j'élargis un peu, en fait le mindset dans la vente, donc l'état d'esprit hyper important pour un combat de boxe, gestion du stress, etc., mais hyper important dans la vente et l'entrepreneuriat aussi. Mais même, tu vois, alors je sais pas toi, mais moi je sais que parmi les élèves de mes formations, des coachs sportifs, là où il y a le plus de difficultés, c'est pas au niveau de la vente, tu vois, au niveau des appels ou des entretiens de vente, au niveau état d'esprit. Le plus dur au niveau état d'esprit, c'est au niveau plus de la prospection commerciale. Parce que du coup tu te prends plus de refus à ce moment-là quoi. L'entretien de vente, mine de rien, tu discutes, la personne à la fin elle prend pas, t'as le détail de l'explication, tu vois, t'as une relation humaine. Prospection commerciale, tu te prends des portes sans que la personne soit daigne te répondre, soit te répondre rapidement, soit te répondre de façon un peu agressive, etc. Et du coup, là, pour le coup,
plus tu as confiance dans ce que tu vas apporter, plus ça t'aide, je pense. Mais c'est plus la partie prospection commerciale, je trouve, où ça a un impact fort. Moi, je dois t'avouer que la partie prospection, c'était un petit peu de stress au début, mais très vite, je me suis mis en mode automatique et ça l'a plus été du tout. Ah, mais c'est top, hein, parce qu'aujourd'hui, même dans des grosses boîtes, même des commerciaux, pour être commercial moi-même de formation, tu as plein de commerciaux qui ont encore un problème avec la prospection commerciale et ils vont être bons surtout quand il y a déjà le rendez-vous qui est fixé, qu'il faut convertir, ou alors il y a déjà un portefeuille client existant et il faut, tu vois, développer le portefeuille du client existant, etc. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est marrant parce que ce matin j'enregistrais justement le module de formation pour les coachs sportifs dans mon e-learning, tu vois, il y a un module de formation qui est dédié justement à cette partie prospection commerciale et je faisais justement, c'est marrant, je faisais ce chapitre sur l'état d'esprit et je disais que c'est vraiment le truc, je pense que 99,9% de la population déteste faire. Et c'est là où tu dois être le plus sûr de ta valeur, quoi. C'est-à-dire que tu vas envoyer 50 propositions commerciales et tu vas en avoir 40, peut-être 45, 46 qui vont revenir sans réponse ou avec du refus. Donc je trouve que c'est là où il faut être le plus solide sur tes appuis. Et là, pour le coup, ouais, le mindset est hyper important, quoi. Croire dans ce que tu fais, croire en qui tu es. Et, parce que finalement, là, si on revient sur la boxe, moi, c'est pas que j'ai des doutes sur. Je pense pas que c'est que j'ai des doutes sur ma performance, si tu veux. Dans tous les cas, je suis déjà super fier de faire une compète, comme toi tu dois l'être, j'imagine, pour l'haltéro. Tu es déjà fier en fait d'être en capacité d'aller en compétition, ça veut dire que tu as bien bossé, ça veut dire que tes coachs t'ont fait confiance, donc c'est déjà une reconnaissance en soi, tu es sur le terrain. Moi, c'est plus, je sais pas, en fait, tu vois, c'est de l'inconscient, en fait. Hein. C'est de l'inconscient complet, quoi. J'ai pas de doute, pas de peur particulière. T'as forcément peur de faire une contre-performance, mais c'est plus, en fait, moi, j'ai pas envie j'ai plus de stress de vraiment faire une grosse contre-performance, c'est-à-dire de perdre mes moyens, tu vois. C'est des stress un peu, mais c'est vraiment inconscient, quoi, tu vois. Je saurais pas te dire d'où ça vient. Ouais. Bah, en réalité, c'est bien parce que là, tu viens de le dire, ça veut dire que c'est pas, ça n'a pas une grande place en fait dans ton esprit. En fait, ça a même une plus petite place que tu penses, peut-être à la base. Peut-être que c'est vraiment de la merde, mais que, bah, en fait, là, tu viens de le dire, tu sais pas trop ce que c'est, parce qu'au final, oui, tu vas pas crever. Au final, des combats, tu en as déjà fait. Tu t'es jamais pris de coups significatifs. Oui, c'est ce que tu me disais par téléphone. L'autre jour, tu me disais, mais tu t'es jamais pris de KO. Je t'ai dit non, j'ai juste pris un KO une fois sur un coup de pied retourné, mais c'était justement en pied-point, et là, c'est de l'anglaise. Donc, et c'était même pas en combat, tu vois, c'était à l'entraînement. Donc, Moi, je pense que tu as un très. Pardon, ouais, je pense que tu as t'as une bonne garde, tu as un bon menton. Je pense qu'il faut aller te chercher pour te coucher. Mais bon, ça voilà, donc tu me dis que tu en as conscience, etc. Tu as conscience de ta valeur, donc au final, tu te rends compte que bah, y a pas. En fait, c'est la répétition. Moi, je me rends compte que les mecs qui font de la compétition régulièrement, ce sont évidemment les moins sensibles, parce qu'il y a le même stress, mais les moins sensibles au stress. Toi, c'est juste parce que bah voilà, tu combats pas. Ça fait combien de temps que tu n'as pas combattu? Le dernier, il était quoi? Il était en 2019. 2019-2020, ouais, c'était 4 ans. 3-4 ans, ouais, 4 ans. Voilà, non, bah, voilà, c'est ça, il y a 4 ans. Bon, après, là, tu n'as plus du tout le même cercle, etc. Mais il y a ça aussi. Le fait de répéter tous les week-ends, bah, tu gagnes en assurance, tu connais. C'est pour ça, et c'est là où on va travailler dans la prépa mentale. C'est qu'on va te faire visualiser et on va te mettre dans les conditions. Soit de n'importe quelle fight, que ce soit une mise de grand, un combat, bon, dans tous les cas, tu as un adversaire face à toi, tu es dans le ring et tu es seul avec lui. Donc dans tous les cas, c'est une opposition. Et donc, le fait de visualiser et de répéter ces schémas, c'est magnifique. Et je voudrais faire une digression aussi par rapport à notre société. Je pense que de moins en moins, on est enclin à méditer et à visualiser. Pourquoi? Parce que on est dans un business de l'attention et que tout le temps, enfin tu vois,
Bon, c'est bien parce qu'on s'instruit, on s'informe, on écoute des podcasts, on mange, on écoute des podcasts, on travaille, on prospecte, on écoute des podcasts, on se balade maintenant, ou alors de la musique, hein, peu importe. Mais on a quelque chose qui bourdonne dans nos oreilles. Il y a les écouteurs qui en sont la preuve. Bon, voilà, enfin. Et alors qu'à l'époque, les mecs, bon bah voilà, c'était l'hiver, il n'y avait rien dans les oreilles, ils partaient avec la hache, ils allaient couper le bois. Et en fait, en coupant le bois, non seulement ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, donc ils étaient conscients de leur force. Je prends un exemple, hein, là c'est pour le couper du bois, mais récemment, j'ai coupé du bois chez mes beaux-parents. Faut se les taper les bûches. Tu as déjà coupé du bois, faut se les taper les bûches. Et là, on se rend bien compte que si on n'a pas la condition physique, on ne peut pas couper du bois comme ça. Surtout si les bûches, elles sont bien, bien pleines de nœuds. Et donc, en fait, là, pareil, on conscientise et j'ai pris conscience de ma force. Je me suis rendu compte que ces putains de bûches, je les fendais avec aisance et facilité et pendant plusieurs minutes. Hein, j'ai dû faire ça pendant 2-3 heures. Bon, à la fin, j'étais rincé, évidemment, mais j'étais fier de moi parce que je venais de faire un tas de bûches pour mon beau-père et que je l'avais fait avec mes mains. Et pendant tout ce temps-là, pendant ces 2-3 heures de coupage de bois, eh bien, j'ai réfléchi, j'ai conscientisé, j'ai pu voir mon mouvement, j'ai pu transférer ma force de l'haltéro à cette action de couper du bois. C'est bête, hein, mais... Et tu peux faire ça sur d'autres aspects de la vie. Tout ça pour dire que là, mon attention, elle était sur ce que je faisais. Elle était sur le moment présent. Et du coup, je pouvais me concentrer sur ce que je faisais. Et je pouvais avoir conscience de ma force, etc. Maintenant, bon, bah voilà, il n'y en a plus vraiment de... L'attention, elle se perd. Elle se perd. Récemment, je donnais des conseils de nutrition à une amie. Et pendant que je lui donnais des conseils de nutrition, bref, elle a capté que je regardais quelque chose pendant que je mangeais. Et elle m'a dit, mais attends Kevin, il ne faut pas que tu regardes quelque chose pendant que tu manges. Comment tu vas avoir conscience de ce que tu manges? Et puis même, après, ça peut te faire développer des idées, tu peux penser à d'autres choses. Est-ce que tu penses vraiment que c'est... Et moi, je lui ai répondu, non, mais j'optimise en fait. J'ai du temps de libre, donc je m'en sers pour m'instruire. Parce que effectivement, ce que je regardais, c'était des contenus performance musculation. Elle m'a dit, mais même, en fait, non, ce temps-là, tu dois le réserver à ce que tu fais. Tu dois te reconcentrer. Et là, je lui dis, mais t'as raison, tu vois. Donc, je le savais, mais là, elle m'en a vraiment fait prendre conscience. Et donc, maintenant, j'essaye le plus possible de manger sans contenu. Et si je dois mettre des contenus, je mets des podcasts. Parce qu'en fait, manger sans regarder ce que tu bouffes, c'est presque du non-respect, en fait. C'est presque du non-respect, parce que quand on voit la valeur qu'avait... toute la nourriture à l'époque, en fait. La nourriture a perdu de la valeur. Là, on achète en sachet. Tu vois, récemment, on s'est vu et on me l'a rappelé. Voilà, c'est fin. Donc, je pense que surtout lors de ces phases de préparation, pour en revenir à la prépa mentale, pour être certain de sa valeur et pas d'autre chose, je pense qu'il faut des moments de calme, des moments de méditation, comme tu me disais, des moments où tu penses à ce que tu es réellement, à ce que tu penses, à ce que tu vas faire, etc. Parce que sinon, je pense quand même que le cerveau, il a une capacité max de données par jour. Et donc, si tu surcharges cette capacité, eh bien forcément, tu vas user de la batterie sur les autres pôles du cerveau. Tels que, par exemple, pôle de confiance en soi, c'est que des jauges. Moi, je vois le cerveau comme des jauges, en fait, de capacité. Si tu satures... c'est un peu... comment dire, tu passes d'une jauge à l'autre. Bon, il faut doser. Il faut vraiment doser. Et donc, c'est pour ça que je pense que des moments de calme et de silence, comme la méditation ou la prière, ou n'importe quoi, en fait, il faut du calme. Et surtout en préparation vers un combat, vers une grosse échéance, là, il va falloir du calme, il va falloir qu'on se concentre sur les qualités, sur le plaisir à prendre en compétition, etc., etc., etc. Mais de toute façon, je suis 100% raccord avec toi. Et puis là, moi, franchement, je suis convaincu qu'une énorme partie de mes résultats à tout niveau viennent de la visualisation, puisque j'avais lu un livre qui s'appelle La visualisation créatrice. Je sais plus si je te l'avais... ouais, je l'ai lu, sur tes conseils. Tu l'avais lu, ouais. Et il est vraiment génial, ce livre. Et du coup, c'est vrai que j'ai peut-être lu il y a 4-5 ans,
Et ça a vraiment changé, surtout au niveau relationnel et business, puisque moi, la plupart des visualisations créatrices que je faisais, c'était justement pour des objectifs business ou des objectifs relationnels, que ce soit de couple ou autre, tu vois. Et ça, franchement, ça fait la différence. Et à chaque fois que j'arrête de le faire, je remarque quand même une baisse de résultats. C'est tout bête, hein. Et là, je vais partir un peu plus dans quelque chose qui est peut-être un peu moins prouvé, mais ça a un impact sur moi, sur mes performances, sur là où j'ai de la maîtrise, mais ça a un impact aussi sur le pouvoir de l'attraction, tu sais. C'est que moi je suis convaincu que finalement on est tous un petit peu reliés, tu vois, par l'esprit, et qu'il y a une énergie commune, si tu veux, et que si toi tu dégages une énergie positive et que tu dégages une attraction, tu vois, enfin que tu fais justement cette visualisation créatrice, tu vas attirer aussi des bonnes énergies et des bonnes choses, et tu vas attirer des bonnes personnes, tu vas attirer du bon chez les gens, et tu vas attirer aussi des bonnes opportunités, tu vas attirer du karma, de la chance, enfin après on peut appeler ça comme on veut, une grâce pour certains, pour les croyants, mais du coup je suis convaincu qu'en plus ça a un impact sur toi, la performance que tu fais, mais ça a un impact aussi sur ton environnement. Et donc ça, tu vois, là récemment je m'y suis remis, je faisais des affirmations positives le matin, alors bon, t'en as qui y croient, t'en as qui y croient pas, mais tu vois, le fait de se dire des phrases positives sur soi-même, sur ses objectifs, etc., je trouve que ça a un impact fort, en plus si tu fais ça dès le réveil. Dès le réveil, généralement, t'es assailli par des trucs très opérationnels, très routiniers, où tu penses tout de suite à ce que tu vas devoir faire comme petit déjeuner, ou si tu as des enfants, comment tu vas devoir les gérer, comment tu vas t'habiller, etc. Et en fait, tu pars tout de suite dans des trucs très pratico-pratiques, pas hyper, enfin voilà, tu t'élèves pas tout de suite le cerveau, au contraire, tu pars tout de suite dans des trucs très très routiniers. Et de faire un peu d'affirmation positive, je trouve que ça a un gros impact, parce que tout de suite, tu te refixes ton cerveau sur l'objectif principal. Ce qui t'empêche pas derrière, évidemment, de t'occuper de tes enfants, t'occuper de ta maison, etc. etc. Et puis, la méditation, du coup, moi, j'ai toujours eu du mal à m'y mettre, parce que ça te demande, du coup, de te poser, de rien faire, en fait, de réapprendre à rien faire. Et là, du coup, je rejoins ton point qui est qu'aujourd'hui, on n'est plus habitué à rien faire. Moi, je suis encore de la génération où c'était la transition. Moi, je suis la génération où les jeux vidéo sont arrivés, les MP3 sont arrivés, mais du coup, il y a quand même eu une époque de ma jeunesse où j'étais à la campagne le week-end, et t'allais monter aux arbres, tu t'ennuyais, en fait. Tu sais, tu t'apprenais à t'ennuyer, et tu t'avais pas de musique, t'avais pas de téléphone. Enfin, moi, je suis quand même une génération où je suis de 93, donc il y a toute une partie de ma jeunesse où t'as pas de téléphone. Et j'ai quand même eu cette époque où je me suis ennuyé, quoi. Et on s'est ennuyé ensemble d'ailleurs à des moments. Et en fait, ça, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est un problème, parce que c'est là où tu vas être créatif. Tu vois, j'en parlais avec mes cousins qui sont eux plutôt de la génération, ils sont nés en 86, 83 et 86 si je dis pas de bêtises. Tu vois, lui, il m'expliquait que typiquement, tu avais une allumette, et une toupie et un truc, et tu vois, les pots de yaourt ou des trucs comme ça, tu vois, et avec ça, il devait créer de l'entertainment, tu vois, il devait s'amuser avec ça. Donc en fait, ça te forçait déjà à être créatif, et donc c'est un problème, comme tu dis, sur le fait de plus avoir de temps calme aujourd'hui, et de plus d'avoir beaucoup de divertissement. Comme tu dis, il y a des moments où il y a très peu de moments du coup où tu vas penser à rien. Il y a très peu de moments où tu vas stimuler ta créativité, parce qu'en fait finalement t'as pas besoin d'être créatif puisque tout te tombe sous le coude. T'as juste à allumer l'ordi et puis tu vas être distrait. Et puis, puis du coup t'as plus le temps de penser à tes objectifs long terme, en fait. T'es enfermé tout de suite dès que tu te réveilles dans des pensées très pratico-pratiques. Donc c'est un gros problème, je suis d'accord avec toi. Et la méditation, c'est une bonne chose, mais c'est très dur. Je trouve que c'est très dur. Là, cette semaine, tu vois, c'est le Raptor qui en a reparlé dans un podcast. Et ça m'a repoussé à tenter de le faire le matin, 10 minutes. Parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il avait une phrase qui était très bien. C'est que tout de suite, tu peux pas réussir à penser à rien. La méditation, c'est te poser, ne rien faire et ne penser à rien. Mais forcément, t'es assailli par tes pensées, t'as plein de trucs qui viennent. Mais en fait, il faut juste conscientiser, mettre le focus sur ces idées qui te viennent, et revenir très rapidement et te dire, bon allez, j'arrête d'y penser. Mais tu vas forcément faire plein d'allers-retours comme ça. Tu vas pas tout de suite réussir à ne penser à rien. Et je trouvais que c'était très intéressant comme façon de voir les choses, parce que en fait, moi, j'ai souvent la méditation, j'ai pas continué très longtemps et très souvent, parce que je me disais, j'y arrive pas, tu vois. J'arrive pas à penser à rien. Mais en fait, c'est pas grave. C'est de l'entraînement. C'est comme tout entraînement, au début, tu vas être assailli par tes pensées. Et si tu arrives justement à avoir l'autodiscipline dont on a parlé dans plusieurs épisodes, de le faire coûte que coûte tous les matins, il y a un moment où tu vas avoir cette maîtrise-là.
Mais moi, j'ai fait l'erreur de tout de suite vouloir, tu vois, atteindre le summum qui est de j'arrive, je pense à rien pendant 10 minutes. Non, tu vas pas y arriver au début, tu vas réfléchir à plein de trucs. Mais l'essentiel, c'est de te fixer cette routine tous les matins, 10 minutes, 15 minutes, etc. Là, je suis en train de réessayer de le faire. Je vous en reparlerai dans plusieurs épisodes si j'ai réussi à la maintenir. C'est très dur. Hein. C'est une grosse discipline. Hein. Franchement, c'est très très dur. Bah ouais, mais c'est pas quelque chose que je fais, moi. L'affirmation positive, oui, je faisais au début sur tes conseils et ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est vrai que dans les contenus qu'on écoute, que ce soit les chansons qui passent mainstream ou autre chose, il y a beaucoup d'affirmations positives. Hein. Quand tu regardes les chansons des rappeurs, c'est des affirmations positives. Hein. Je suis un tel, je fais, je suis le big boss, je baisse ta femme. Bon, bon c'est ça quoi, je suis le boss quoi. Donc voilà, pas mal. J'avais pris conscience de ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je me disais oui, c'est vrai que on nous répète beaucoup dans les musiques en tout cas. Après moi j'aurais du mal à faire ce qu'ils font, mais pour le coup c'est une belle performance aussi hein, d'arriver à. Après, les mecs, ils reproduisent une recette. Hein, je veux dire, c'est comme en tant que créateur de contenu, je suis bien placé aussi pour dire que tu testes des trucs. Quand tu vois qu'il y a un truc qui marche, bah voilà, tu le reproduis. Hein, et comme on disait dans le dernier podcast, je crois que généralement, ce qui plaît à beaucoup de monde, c'est pas forcément le plus. Oui, c'est pas le plus qualitatif. C'est ce qui parle, c'est le cliché, le stéréotype de ce qui plaît le plus à tout le monde, donc c'est pas forcément le meilleur, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est marrant parce que t'es passé d'une époque où les gens en fait se répétaient tous les matins, tu sais, des prières, et encore aujourd'hui bien sûr, mais t'avais beaucoup plus à l'époque de pratiquants, où finalement dans la prière tu te dis que t'as un Dieu au-dessus de toi, et que toi t'es quand même en dessous entre guillemets dans la hiérarchie, tu vois, et que voilà, et que chaque matin tu rends grâce à quelqu'un qui est au-dessus, supérieur à toi, et tu passes de ça à tous les jours tu t'abondes de rap où justement tu te dis que c'est toi le meilleur, comme tu dis que tu baisses la femme des autres, etc. Enfin, c'est vrai que c'est marrant de voir aussi le rituel comme il a changé dans le fond quoi, de ce qu'on se dit. Après, je pense que l'équilibre il est entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement trop se répéter que sinon ça te rend trop humble. Je pense que c'est aussi un souci, c'est si tous les matins tu te répètes que tu n'es qu'un être humain et que comment dire tu te soumets à une entité, etc. C'est mon côté peut-être un peu trop pas croyant justement. C'est le truc où tous les matins moi me répéter que tu vois je suis qu'un homme et que je suis pêcheur et que etc. Moi, ça a tendance à me déprimer un peu, si tu veux. Donc, je pense que les deux sont l'équilibre à trouver, c'est-à-dire réussir à se faire des affirmations positives où tu te dis que tu es le meilleur, etc., et que tu vas atteindre tes objectifs. Mais la prière, à ce côté, te ramène aussi à l'humilité, qui est intéressant. Ouais, justement, à ce propos, je vais te poser la question modestie ou humilité ? Oui, c'est un débat qu'on aime bien, ça. Modestie ou humilité, t'es en train de chercher les définitions des deux ? Ouais. Ah, je suis preneur parce que Alors, modestie, modération, retenue dans l'appréciation de soi-même. Humble, qui s'abaisse volontiers par modestie ou par déférence. Le mot humilité est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Ok. Toi, c'est quoi la différence que tu fais entre les deux, du coup ? Est-ce que toi, tu as une différence entre les deux ? Ou pour moi, ça sort comme des synonymes un petit peu, mais... Ouais, ça sort un petit peu comme des synonymes. Je vois plus l'humilité d'un côté religieux et la modestie, je sais pas, un trait de personnalité. L'humilité, pour moi, c'est plus une recommandation et la modestie, c'est plus... un trait de caractère. Mais globalement, je trouve que trop d'humilité, on en a déjà parlé ensemble, et puis c'est un sujet qui avait été abordé dans un épisode du Raptor qui était intéressant,
où il disait qu'effectivement, il faut arrêter aussi de se sous-évaluer. Et justement, tu parlais de connaître sa valeur, et trop d'humilité fait que tu reconnais pas assez ta valeur. Donc ça, c'est un problème dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, tu vas pas entreprendre parce que tu penses que t'es pas compétent, parce que tu penses que t'as pas justement les capacités pour le faire, que t'as rien à apporter, que d'autres sont mieux placés que toi. Donc ça, c'est trop d'humilité, et c'est une humilité mal placée. Et à côté de ça, t'as le mec qui va être trop, justement, qui va manquer d'humilité, et qui va croire que il est arrivé, qui va croire que, tu vois, dans la hiérarchie... Tu vois, typiquement, là, quand on est en train de repeindre le couloir, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Vétérans de France. Je sais pas si tu connais, c'est un podcast qui est, où c'est des anciens militaires qui racontent leur parcours. Et en fait, ça te met une claque parce que tu vois le vécu des mecs, et en fait, tu te dis waouh. Et en fait, c'est ça, tu vois, moi, ça me met des claques d'humilité où en fait, je vois une certaine hiérarchie, et je me dis, ces mecs-là, j'ai 30 ans, c'est la première fois que j'entends leur parcours. T'en as un typiquement qui a fait l'Afga, qui s'est fait tirer, qui s'est fait toucher. Alors je sais plus où, artère fémorale, je sais pas quoi, qui a fini en fauteuil roulant. Et en fait, ça te met une claque. Et en fait, tu te dis, ce mec-là, j'ai 30 ans, je l'entends pour la première fois son parcours, alors qu'en fait, à la télé, tous les jours, t'entends des connards, tu vas raconter qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Tu te dis, ouais, en fait, au niveau de la hiérarchie du vécu, je trouve que ces mecs-là, tu vois, tu devrais les entendre dès l'âge de 18 ans, et qu'on devrait tout de suite, tu vois, te mettre une certaine hiérarchie, tu vois, dans les parcours. Et donc tout de suite te mettre un niveau d'humilité, ni trop ni pas assez. C'est-à-dire, je pense que il faut réussir à se dire, je suis capable de monter une boîte, je suis capable d'apporter ne serait-ce que 10% de valeur à mes clients, mais tout en se disant, tu vois, moi je fais du marketing digital, toi tu fais du coaching sportif. Dans la hiérarchie, tu vois, des valeurs, t'as quand même des mecs qui... et toi, t'as fait l'armée, donc t'es bien placé pour le savoir. T'as quand même... et dans l'armée, c'est très hiérarchique, justement, parce que c'est aussi au mérite, etc. Donc, je trouve que l'humilité, c'est savoir se placer sur la bonne échelle, tu vois. Et ni trop, ni pas assez. C'est un bon équilibre à trouver, je trouve. Ouais, mais c'était ça, je crois, la définition, là, c'était de savoir, de connaître... de juger, mais de savoir aussi discerner et de juger les autres à leur valeur, quoi. Parce que on voit dans la société l'échelle des valeurs est un peu bouleversée. Là, tu as des adolescents qui adulent des influenceurs, des YouTube, qui apportent dans le fond pas vraiment à la société, quand d'autres, au contraire, ont des témoignages poignants à donner, ont des retours d'expérience tout à fait honorables. Ouais, c'est sûr, tu vois, je connaissais pas, là je viens de regarder, je pense que j'écouterai 2-3 passages, parce que c'est toujours intéressant de voir des retours de frères d'armes, parce que c'est ça, hein, quand tu es à l'armée, quand tu es confronté à des hostilités massives, les mecs qui sont à côté de toi, on appelle ça des frères d'armes. Donc au final, là je discute ponctuellement, hein, c'est pas souvent, mais de temps en temps... on s'appelle avec d'anciens camarades et on discute de tout et de rien. Et c'est là où je vois parfois mon évolution. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir ces petits retours d'expérience. Et oui, tu as raison. Hein. Normalement, je pense qu'à l'âge de 18 ans, c'est à cela que des jeunes devraient être confrontés, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça la galère. Ça, c'est quelque chose d'honorable, ça, c'est quelque chose... du coup, après, c'est ça, après, tu as une bonne échelle des valeurs. Exactement. Et par contre, à contrario... En fait, je trouve que dans les deux extrêmes, on n'est pas assez équilibré aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas assez compte, justement, au niveau hiérarchique, par exemple, du vécu de ces mecs-là, parce qu'on les entend nulle part, tu vois. Je veux dire, à la télé, tous les jours, t'as pas ça. Et d'un autre côté, en fait, donc d'un côté, les gens se rendent pas compte à quel point, et on se rend pas compte, je pense tous dans la vie de tous les jours, à quel point y a des êtres qui font des sacrifices pour nous, etc., etc. Donc sur l'échelle des valeurs qui sont bien supérieures par rapport à ce qu'on fait. Mais d'un autre côté, on t'apprend pas non plus, on te dit pas assez quand t'es gamin que t'es formidable, que tu peux monter une boîte, que tu peux être successful, etc. Et je trouve que dans les deux sens du terme, en fait, on te met pas assez des claques de réalité par rapport à ça. Et typiquement, les affirmations positives, tu vois, on raccorde avec le sujet du début. Les affirmations positives, justement, vont rééquilibrer ça. Moi, typiquement, jusqu'à 18 ans, j'étais très clairement en manque de confiance en moi complet. Et les affirmations positives m'ont aussi aidé, tu vois, à dépasser ça, parce que, justement, on m'a pas assez expliqué... Enfin,
J'ai quand même eu la chance d'avoir, comme je te disais dans le dernier épisode, mes grands-parents, tu vois, qui m'ont toujours dit de prendre conscience de ma valeur et qu'il fallait que je travaille, et justement, tu vois, qui m'ont valorisé comme ça. Donc il y a quand même eu des choses que j'ai entendues. Mais d'un côté, tu vois, c'est assez limité. C'est-à-dire que typiquement, dans mon entourage, personne n'avait monté d'entreprise. Donc j'ai pas entendu, étant jeune, qu'il était possible pour moi de créer une entreprise, d'investir dans l'immobilier, de faire ci, de faire ça, tu vois. Et ça, tu vois, typiquement, il faut le rattraper, quoi. L'éducation, on peut pas tout faire. De toute façon, c'est à toi de compléter ton éducation, je pense aussi. Et justement, des podcasts, des affirmations positives, des choses comme ça peuvent tu vois, t'élargir tes horizons un petit peu. Tout comme ça peut aussi parfois te rappeler que, merde, moi je suis pas allé en Afghanistan, je me suis pas pris une balle dans la jambe, et tu vois, des deux côtés, je trouve, voilà, réussir à s'équilibrer, et justement, on l'a toujours dit, consommer du contenu de différents profils, de différents types de personnes. Moi je veux pas rejoindre l'armée, donc j'écoute un podcast Vétérans de France. On pourrait se dire à quoi ça sert d'écouter des parcours de vétérans de France et d'anciens militaires. En fait, si, ça sert à justement te mettre t'apprendre des trucs. Ouais, c'est ça, exact, te placer, ouais, complètement. Exactement. Donc, on rejoint l'humilité. Il y avait un propos assez intéressant que je voulais aborder sur l'encouragement des enfants. Il y a une étude qui a été faite. Et donc, le résultat de cette étude, c'était que les mecs ont constaté qu'encourager des enfants sur le résultat avait donc des effets délétères quant à leur performance future, plutôt que de les encourager sur le travail. Typiquement, un enfant il réalise donc une prouesse technique, il s'est entraîné avant pour, il réalise un geste sportif avec brio. Si tu l'encourages sur les résultats, oh bravo, tu es très fort, tu as réussi à soulever, je sais pas moi, une centaine de kilos, très bien. Eh bien, à terme, l'enfant, il a plus de chances de se reposer sur ses lauriers, hein, c'est ça, et donc ensuite de glander sur ses futurs entraînements. Alors que si on félicite l'enfant sur tout le travail accompli, sur tous les entraînements répétés, acharnés et la discipline, eh bien, l'enfant, ensuite, mettra plus d'application dans ses entraînements et son travail. Et ça, c'est pour le performance égale. Deux enfants qui auraient performé sur une même activité. Et je pense que c'est pareil pour les adultes. Il faudrait que je retrouve l'étude, là, qu'on la mette au moins en description, parce qu'elle est vraiment fabuleuse. C'est super intéressant. Ouais. Super intéressant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est... oui, en fait, tu le félicites sur les moyens qu'il s'est donné et pas sur le résultat. Ouais, non, c'est super intéressant. Ouais, complètement. Ça, pour le coup, au niveau éducation, je pense que mes deux parents m'ont bien éduqué là-dessus. C'est-à-dire que justement, ils m'ont très vite fait prendre conscience que avoir une belle bagnole, une belle maison, c'est pas le bout du bout. Le but, c'est surtout le travail que tu as mis ou les valeurs que tu as données, etc. dedans. Donc c'est une très bonne éducation. Ouais, je suis d'accord, c'est super intéressant. Et peut-être que dans le management c'est pareil d'ailleurs, tu vois. Peut-être que le jour où, tu vois, j'ai pas de salarié, toi non plus, mais le jour où on en a, tu vois, peut-être que c'est aussi une bonne valeur dans le management, je sais pas. Justement de féliciter plus sur les moyens et la discipline, etc., plus que sur le résultat. J'imagine que c'est transposable aussi. Mais surtout, juste d'un point de vue moral, quand on réfléchit, on voit quand on a réussi quelque chose, je ne sais pas si par exemple, moi mon objectif à l'haltéro c'est de soulever 100 kg à l'arraché et 120 kg à l'épaulé jeté. Clairement, une fois que j'aurai atteint mon objectif, j'en ai d'autres après, mais il y a un vide après qui se crée en fait. Ouais. Et en fait, si tu n'as pas conscience que le plus important c'était le processus, tu te retrouves comme un con. Parce que après, il n'y a plus rien. Et alors, soit tu te retrouves comme un con parce qu'il n'y a plus rien, soit en fait, tu n'es jamais satisfait. Parce qu'après, une fois que tu as franchi un palier, il y en a un autre, il y aura toujours des paliers. Donc c'est super important en fait d'avoir conscience de l'importance du processus, de l'importance de ce que tu fais chaque jour en fait. Et c'est vrai que là, pour rejoindre le travail de méditation, rien que de penser à ça en fait, de se dire ok, dès le matin, je mets tout en off et juste je me dis ok, tout ce que je vais faire aujourd'hui c'est dans ce but-là, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais c'est juste ultra smart parce que derrière, même quand tu as atteint ton objectif, t'es pas vide,
tu sais pourquoi tu l'as fait, tu sais comment tu l'as fait. Mais là, déjà, on parle déjà à des mecs qui ont une certaine discipline. Si tu es là, tu nous écoutes, que bon, t'es pas entrepreneur, ou alors que t'es pas compétiteur dans une discipline, ou alors que, bon voilà, c'est déjà de l'optimisation. On est sur un podcast d'optimisation de cerise sur le gâteau, on est d'accord. Là, pour le coup, ce qu'on est en train de dire là, c'est quand même la base. C'est-à-dire que si à la base, t'es pas, comme on disait, t'as pas confiance en toi, que t'es trop humble, ou au contraire trop... tu sais, t'as le syndrome de l'imposteur, mais t'as le syndrome de l'expert. C'est un peu les deux trucs. Ça peut quand même ruiner tes fondations, que ce soit sportivement ou au niveau carrière. Trop humble ou au contraire pas assez, je pense que ça peut être une grosse épine dans le pied. Donc pour le coup, ça me paraît être assez la base quand même. Mais je suis d'accord avec toi que sinon sur plein de contenus, ouais, on est sur de l'optimisation. Mais bon, oui, de l'optimisation, après, ouais, importante quand même. Non, c'est la base, franchement. Je pense non, ouais, pour toi, c'est vraiment la base. Ouais, Ok, ouais. Typiquement, tu vois, on en parlait l'autre jour. Si le mec qui est pas assez humble, il va jamais se former, il va jamais prendre de formation. J'en connais des comme ça qui en fait ont toujours eu envie de monter une boîte, un truc, mais qui trouvent que se former, tu vois, ça requierait de mettre leur ego de côté, tu vois, et de dire je sais pas un truc, il faut que j'apprenne. Non, ça sert à rien, de toute façon, voilà, je sais pas quoi, enfin tu sais, voilà. Et puis au contraire, des gens trop humbles qui vont pas oser se lancer alors qu'ils sont super intelligents. Moi j'ai plein de potes dans mon entourage qui sont dans la famille, etc., qui sont bien plus intelligents que moi. Et au niveau, tu vois, culture ou dans leur domaine, au niveau compétences, ils sont jamais lancés parce que justement ils sont beaucoup trop humbles. Donc ouais, ça peut quand même ruiner les fondements de ton projet, je pense. Je pense que ça peut ruiner de ne pas avoir confiance. Ouais. Et je voulais rajouter un truc, c'est que les religions, je trouve, là-dessus, apportent beaucoup. C'est-à-dire qu'elles t'habituent à avoir le temps long. Et vu dans la plupart des religions, on te parle effectivement de transcendance et du fait qu'il y a une vie après la mort, etc., on t'habitue à penser au temps long, et on t'habitue aussi à... Donc ça, c'est bien de se le répéter, c'est pour ça que la prière, je pense que là-dessus, c'est bien, c'est que en fait, tu t'habitues à penser au temps long. Dès le matin, tu te réveilles, ou le soir avant de te coucher, tu réfléchis en fait à l'au-delà, et tu réfléchis à plus loin que le bout de ton nez et le bout de ta journée. Et là-dessus, pour le coup, les religions, je pense, sont un super... avoir la foi dans une religion, pour le coup, t'apporte beaucoup là-dessus. Et de toute façon, c'est un truc que tu retrouves chez beaucoup soit d'entrepreneurs, soit de sportifs qui sont religieux, c'est que justement, ils voient le temps long, et tu regardes les interviews de Khabib, tu regardes les interviews de Benoît Saint-Denis, etc., tu vois qu'à chaque fin de combat, ouais, ok, j'ai gagné le combat, mais le plus important, c'est, et boum, 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 ils vont te lancer 3-4 valeurs, tu vois, de ce qu'ils ont vécu. Donc là-dessus, la religion, je trouve, bon apport aussi. Ouais, alors moi je disais plus dans un sens dans un esprit de priorisation des tâches à effectuer pour réussir un business ou réussir dans une discipline. Avant de voir la méditation, je pense que tu es d'accord avec moi que faut commencer à, par exemple, je sais pas moi, des tâches basiques comme la prospection, les machins, tu vois. Donc c'est en cela que je disais que c'était pas la priorité. Pour moi, la méditation, ça vient quand tu as déjà commencé un bout de quelque chose. Parce qu'il y en a beaucoup, on en voit beaucoup qui essayent qui veulent mettre la charrue avant les bœufs, méditer alors que tu fais rien. Enfin, après, peut-être que ça peut amener, oui, effectivement, mais pour moi, c'est quand même... Je pense que ça dépend des profils. Peut-être que ouais, je pense aussi, ouais. Toi, typiquement, peut-être que c'était effectivement pas prioritaire. Moi, les affirmations positives, ça l'a été parce que justement, je faisais partie de la catégorie de gens qui étaient trop pessimistes ou trop pas assez manque de confiance en soi, et très vite sujet à des stress très pratico-pratiques, genre qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, tu vois. Et du coup, affirmations positives. Parce que justement, moi, pour le coup, j'avais peut-être trop bouffé de religion, où il y a une période où j'ai vraiment beaucoup pratiqué. Et où là, du coup, j'avais peut-être trop d'humilité, tu vois. C'était pour revenir à ton sujet de départ, j'étais peut-être trop modeste, trop humble. Et donc, j'ai dû en passer par un rééquilibrage, et du coup, les affirmations positives, moi, puis tu sais, les matins où je me réveillais, je savais pas si j'allais gagner mon gagne-pain, tu vois, dans le mois. Il faut... ouais, mentalement, faut être...
j'avais pas de responsabilité, pas d'enfant, donc je pense qu'il y a pire, hein, c'est toujours pareil, je parle de ça, il faut bien se placer sur l'échelle, mais je sais que les affirmations positives, moi, je sais pas si tu te souviens, il y a une période, je me réveillais le matin, je te disais, mais tout de suite, je suis en panique, je me dis, ça marche pas, ça va pas marcher, ou mon projet, ça va pas prendre, il va falloir que je retrouve du boulot, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça, tu sais, tout de suite, dès le matin, boum, j'avais pas le choix, j'étais assez... Grosse dose d'anxiété, ouais. Mais de toute façon, c'est ça en plus, hein, parce que l'hormone du stress, on a un pic de cette hormone du stress au réveil. Mais ça a été prévu pour que l'organisme puisse se défendre, parce qu'au réveil, bah, t'es faible en fait. C'est le moment où tu es le plus faible dans ta journée. Parce que tu as la tête dans le gaz, et donc si par exemple, je sais pas moi, il y a une bête sauvage qui vient t'attaquer, eh bien, pic de stress, et comme ça, tu es en mesure de te défendre dès le réveil. C'est le réflexe de la préhistoire, quoi. Alors je me réveille, elle est où ma lance? Ouais, c'est ça. Truc, quoi. Ouais, mais c'est ça. Elle est où mon arme? Comment je fais? Ok, mes gamins ils sont où? Ok, machin. Je suis en vie. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ça le matin. C'est bien, c'est puissant ce que tu me dis là, tu vois. Tu me l'as déjà dit, je crois. Tu me l'as déjà dit, mais si j'en avais eu conscience plus tôt, ça, tu vois, je l'aurais peut-être aussi conscientisé, je l'aurais viré de mon truc. Ah, c'est puissant là, ce que tu dis. Ouais, pic de cortisol. C'est un levier ultra puissant, comme dirait l'autre. Un levier ultra puissant, ouais. Non, c'est ça, pic de cortisol, et c'est pour ça. Bah, après, quand on a conscience, ouais, tu te dis, ok, bon. Mais le top du top, c'est pour ça que les mecs se dopent aussi. Hein. Et tu vois, alors, moi, je suis pas mal de bodybuilders, de jeunes bodybuilders français, et dont aussi un américain très très connu, Sam Sulek. Tu vois que c'est des mecs qui produisent du contenu, et tu vois très bien que quand ils tournent devant la caméra, les mecs sont super à l'aise, ils adoptent une voix grave, ils sont très confiants. Ils parlent comme ça, tu veux dire? Ils parlent comme ça, ils parlent très doucement dans la caméra. Je pense qu'ils font pas beaucoup de cuts. Enfin, ils font pas beaucoup de cuts, et je pense par contre qu'ils font pas beaucoup de prises, tu vois. Donc c'est one shot, bam, ça passe. C'est des mecs, si tu veux, ils ont un état émotionnel qui est archi stable, tu vois, le truc, parce que ils ont des dosages, ils ont des dosages d'hormones, tu vois. Donc ça équilibre tout, en fait. Donc ils ont beaucoup plus confiance en eux, parce que aussi beaucoup de testostérone, hormones de croissance, enfin plein de petits trucs. Du coup, ils sont très stables. Je pense que c'est dû, tu vois. Et c'est pour ça que la médecine... Ça part du corps aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, bien sûr, ouais. Là, par contre, tu peux rien faire, quoi, tu vois, on est tous comme ça. Moi, j'avais vraiment cette impuissance, hein, je me réveille, boum, ou je me réveille au milieu de la nuit même, tu vois, je me réveille à 4h du mat, boum, tu vois, tout de suite, tu penses à ça. Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, et aujourd'hui, c'est pas le matin, c'est plus, je me réveille au milieu de la nuit, tu vois. Bam, je me réveille à 4h, boum, tout de suite, tu vois, dans ma tête, où elle est mon arme, quoi. C'est un peu ça, le truc. Ouais, c'est ça. Et après, tu te rendors pas. Si, après je me rendors, mais je me mets un truc dans les oreilles qui peut être soit effectivement affirmation positive, soit un podcast que je juge assez léger, où du coup, boum, ça va m'endormir très vite, puisque c'est pas assez ça me percute pas assez pour me tenir éveillé. Okay. Et ouais, là aujourd'hui encore, ça m'arrive. Donc le matin, là je me réveille, je suis bien, mais par contre, si je me réveille à 1h, 2h, 3h, 4h du mat, là tout de suite, boum, elle est où mon arme? Ça m'arrive encore, ouais, complètement. Non, c'est sûr. Mais ouais, non, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant justement, ouais, non, mais c'est ça, exactement. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Non, voilà, préparation mentale, super important. Là, ce qui est bien, c'est que même si on suit pas l'actualité, au moins on suit notre actualité. Là, vous savez que on prépare ton fight, donc dans 2 semaines. Bon, la mise de gants, mais c'est pas à prendre à la légère de toute façon. T'auras un mec devant toi, il va falloir lui taper dessus. Et ensuite, plus tard, quand on sera dans l'ambiance du vrai combat, et là, je pense que tu seras archi prêt. T'as pas idée. Top. Et donc tu m'as dit, d'ailleurs, c'était intéressant, ça, tu vois, j'aurais eu tendance, moi, là, alors, je vais vous dire très précisément le processus de merde que j'allais faire avant que Kevin me conseille. Non, mais c'est intéressant, parce que bon, je pense que ça a quand même maintenant une bonne culture
préparation physique du sport, de la nutrition, tout ça, et pour autant, là, j'allais faire mais vraiment de la merde. Donc c'est intéressant de toujours se faire accompagner et de toujours prendre conseil auprès de gens plus compétents, ça c'est la base. Donc qu'est-ce que j'allais faire? Moi je me suis dit tiens, grand malin, tu vas... Du coup en fait dans 15 jours le combat, il n'y aura pas forcément de pesée. Ça va être un truc, un interclub, donc c'est plus, en fait c'est une sorte de répétition, donc il n'y aura pas de pesée, donc il n'y aura pas de poids très précis, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je fais 97 kilos, je me serais retrouvé face à des mecs, je vais peut-être me retrouver face à un mec qui fait 105, ou face à un mec qui fait 92 kilos. Comme tu le sais Kevin, et comme ceux qui pratiquent le savent, le poids c'est quand même hyper important en sport de combat, c'est pour ça qu'il y a des catégories de poids, c'est que c'est vraiment déterminant. Donc grand malin que je suis, je me suis dit tiens, dans ces 15 jours tu vas essayer de prendre 3-4 kilos. Donc 2 jours avant que je demande conseil à Kevin, je me suis remis à à calculer un peu mes macros et à augmenter les glucides pour prendre du poids. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, deuxième truc, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit... Ah oui, et puis je me suis dit, tiens, du coup, tu vas te buter un peu à la muscu pour être bien prêt. Voilà. Donc, Kevin, à quel point c'est de la merde de faire comme ça? Là, le truc, c'est que voilà, François, sa grosse qualité, c'est qu'il est bien endurant, bien agile, un peu comme un Cyril Gane. Donc, il bouge bien, il a une bonne fluidité de mouvement. Et ça, c'est sa grosse qualité. Et c'est comme ça qu'il exprime une super boxe. Donc le problème de se rajouter du poids, c'est comme si on lui foutait un gilet lesté de 5 kg. Forcément, tu perds en fluidité et tu perds en agilité. Donc tu te mets un peu, tu te tires une balle dans le pied. Donc c'est surtout pas ce qu'il fallait faire. Oui, parce que tu m'as dit en 15 jours tu vas pas prendre du muscle, tu vas prendre du gras en fait. Tu m'as dit que le surplus de glucides que j'allais prendre et tout allait se transformer en gras quoi. Ah oui, donc c'est vraiment... Non, mais là, c'était vraiment un gilet lesté, quoi, que tu allais mettre de 5 kg sur toi. Une petite bouée. C'est clairement ça. Des brassards, comme si tu boxais avec des brassards lestés, quoi. Enfin, c'est terrible, terrible. Du coup, non. Et pareil pour la muscu. Voilà, la muscu, niette, pas de muscu, tant pis. Le muscle, fallait le faire avant. Là, c'est trop tard. Déjà que, bon, t'as un bon capital, donc on s'en fout. Non, là, maintenant, c'est entraînement technique à fond, cardio, et puis la semaine de pré-fight, pareil, cardio léger, que de la technique. Après, il faudra voir ce qu'il t'a dit ton coach pour les sparring durs, etc. Je sais pas si tu as pu lui demander. Pour ce demain soir, du coup. J'ai envoyé un message, il m'a pas répondu, je crois. Donc, Donc non, on va y aller. On va y aller. Après, on va y aller. On va se casser la gueule. Non, ouais, on va y aller tranquille quand même. Non, on va prendre du plaisir. Non, après, le but, c'est de... De toute façon, même en combat, le but, c'est de rester... En fait, de toute façon, je veux dire, la base, et ça, on en a reparlé à l'entraînement avec mon coach et tout, il y a une semaine. En fait, justement, il nous disait, vous voulez trop mettre KO sur un coup. Parce que c'est ce que tu vois à la télé, c'est le truc spectaculaire... Et puis c'est le truc que tu vois depuis gamin, tu regardes les mangas, les trucs, hop là, tu mets le coup fatal et le mec tombe. Peu importe dans quoi, hein, d'ailleurs les combats d'épée, tout, c'est le coup fatal. Le mec tombe. Donc ton cerveau, il est quand même programmé à essayer de mettre le maxi coup qui va buter le mec. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu montes sur le ring? Tu essayes de mettre des grosses patates. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets des grosses patates? Tu te fatigues, tu te contractes, tu te crispes, tu te fatigues en fait, très très vite. C'est pas technique, c'est bagarre de bar, c'est... pareil, hein, bagarre de bar, t'as l'image du mec qui arrive, bam, il met une patate, il met le mec KO. Donc c'est tout ce qu'il faut pas faire, justement, c'est de chercher à tout prix le coup fatal, en amateur du moins, parce qu'après, évidemment, quand tu montes de niveau, aujourd'hui, Cédric Doumbé, il arrive, il cherche le coup fatal, mais parce qu'il peut se le permettre en termes de technicité, tout plein de choses, de relâchement, de préparation, voilà, bien sûr. Exactement, donc ouais, non, justement... et puis, tu sais, je t'avais envoyé la page d'un coach de boxe qui est français, je crois, qui est au Québec. Ouais. Alors, je sais plus s'il est québécois ou français, mais en tout cas, il est au Québec. Frank Boxing Coach. Et il disait que, en fait, 9 fois sur 10, quand tu vas à l'entraînement, tu vas chercher à faire des gros sparring lourds. Et il disait que les sparring lourds, ça doit être que 5%, je crois, de ta prépa ou un truc comme ça. C'est clairement pas là où tu vas apprendre. Et voilà, donc non, là, l'objectif très clairement en ce moment, c'est de mettre de l'intensité. Donc d'être capable d'enchaîner 4-5 coups. Enfin, tu vois, pas d'envoyer des coups comme ça, mais boum, 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 boum.
d'envoyer des séries en fait. Je pense que ça va être le cardio, quoi. Donc enchaîner les sparring. sparring. Et là, du coup, c'est cardio, parce que quand tu fais un coup, tu te fatigues pas tant que ça. Par contre, quand tu envoies des séries de 4 coups, là, tu te fatigues assez rapidement. Et puis, de rester technique, justement, de pas chercher à mettre le coup fatal. Et puis, à la fin d'un combat, tu comptes au point. Donc, tu comptes le nombre de fois où tu as touché le mec. Ouais. Donc, il faut envoyer justement des séries de coups, quoi. Il faut pas chercher à mettre un coup fatal. Et donc ça va être ça la thématique, quoi. Après j'imagine que le coach l'entraînement on va aller demain ensemble, il va donner une thématique aussi à l'entraînement, mais de toute façon il va falloir lui parler du combat, hein. Et je pense qu'il fera comme ils font dans mon club. Dans mon club, dès qu'il y a un mec qui prépare un combat, il y a tous les plus forts qui vont sur le ring, ils sont tous autour et en fait le mec il enchaîne les mecs. Il les enchaîne, on peut faire ça, oui, pour simuler des reprises. Ouais. Et qu'en fait à chaque fois il a un mec différent, donc et ça, après, par contre, tu vas voir ce coach après, tu vas voir, déjà c'est un personnage, c'est un Sicilien, c'est un Sicilien c'est un ancien, c'est un Sicilien. Oui, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, je lui ai déjà parlé. C'est un sacré personnage. Et il continue de monter sur le ring et de mettre les gants et de se prendre des grosses patates alors qu'il a, je sais pas, il doit avoir 50 piges, un truc comme ça. Et tout ça pour dire quoi, de toute façon, chaque fin d'entraînement, lui, il monte sur le ring et il fait monter des mecs sur le ring et c'est marrant. Donc même avec lui, tu peux mettre les gants. Donc ouais, ça va être sympa. Ça va être un bon moment et puis peut-être faire une bouffe derrière, ça peut être un bon truc. Tiens, d'ailleurs, ce week-end avec ma chérie, on allait faire une séance de crossfit et puis derrière, on a croisé des amis du coup à cette séance de crossfit. On a croisé des amis et du coup derrière, on allait se boire une petite pinte, tu vois. Et on se disait quand même que il n'y a pas en fait, quand tu vas te faire une bonne bouffe ou boire un coup, etc., après une séance de sport, ça a quand même une autre saveur que quand il va comme ça, tu vois. C'est quand même cool comme récompense. Enfin, je trouve que de placer ça à chaque fois comme une récompense, mine de rien, tu vois, pour peut-être ceux qui nous écoutent, qui veulent se mettre au sport, qui veulent continuer de profiter, qui sont pas dans une objectif de performance, ou même si vous êtes dans un objectif de performance, comme on disait la dernière fois, il faut quand même s'accorder des plaisirs pour durer et continuer sur le long terme et pas se dégoûter. Je trouve qu'après une bonne séance, se prévoir justement un loisir qui vient récompenser un petit peu, et notamment moi qui suis très bouffe, se prévoir un resto ou un truc comme ça, c'est quand même c'est quand même sympa. Ouais. C'est un petit moment de partage de social. En plus, on est à Lyon, on a la chance d'avoir des bons restaurants, etc. Je sais que toi aussi t'aimes bien la petite vie lyonnaise et les petits restos, c'est quand même sympa. Ouais. Non mais oui, il faut encourager le cerveau à avoir des récompenses. Et donc ouais, ça fait partie d'une des récompenses. Donc faut pas hésiter à se mettre comme ça, ouais, des récompenses. C'est super important. Tu continues un petit peu de faire la tournée des restos à Lyon, parce que bon, tu t'es quand même toi super bien placé à Lyon. T'es à côté du jeu Lyon, donc t'es quand même super bien placé pour avoir des petits restos sympas, etc. Tu continues un petit peu, ou là justement avec tes objectifs tu réduis, que ce soit les verres ou que ce soit les restos, etc. Tu arrives quand même à te faire plaisir, à profiter de la vie un peu du centre-ville lyonnais, ou le truc, tu gères ça d'ailleurs? Le truc là, c'est que récemment, vu que je me suis mis à la compétition, etc., que je pratique 2 disciplines différentes, l'haltérophilie et la boxe. Avant la boxe, c'était la lutte. Donc en fait, depuis 2 ans, là, mes centres d'intérêt ont bifurqué. C'est-à-dire que maintenant, la grosse récompense, c'est plus une pinte en terrasse. Maintenant, la grosse récompense, c'est des sushis à la maison, c'est, je sais pas moi, une glace à la maison. Je suis beaucoup plus casanier maintenant. Parce qu'en fait, mon corps a besoin de récupérer. J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de tranquillité. Le brouhaha, tout ça, maintenant, j'en ai plus envie. C'est plus quelque chose qui me... À choisir maintenant comme récompense, plutôt que d'aller boire une bière en terrasse, j'irai me faire des sushis à la maison, tu vois. Donc non, j'y vais de temps en temps pour les anniversaires des copains et des choses comme ça. Je sors dans les bouchons, etc. Mais sinon, c'est beaucoup moins qu'avant. Ok. Alors ça, pour le coup, ouais, ça, tu vois, j'arriverai pas à ce niveau-là. J'ai besoin, moi, de quand même continuer à me faire plaisir. On en parlait un peu au dernier podcast, du coup. Le côté, là, tu vois, samedi, on va faire un mâchon lyonnais. Donc, t'arrives à 9h du matin, tu bois du Beaujolais, tu manges de la grosse charcute. C'est vrai que
C'est vrai que ça, pour le coup, c'est pour ça que peut-être que j'aurais pas pu faire une vie de sportif professionnel, parce que je pense que ça m'aurait trop manqué. Le côté bon vivant, et c'est des trucs comme ça, moi, tu vois, j'aurais pas pu m'en passer, je pense, de la bonne bouffe, tu vois, ne serait-ce qu'une fois par semaine, tu vois, sans non plus se mettre une tôle, etc., sans se mettre une énorme caisse, c'est quand même important, quoi. Et tu recommandes, justement, peut-être à ceux qui se mettent au sport, ou d'ailleurs à ceux qui suivent ton accompagnement, tu leur dis de faire quoi par rapport à ça? Dans ton programme, est-ce qu'ils peuvent quand même continuer de profiter? Est-ce que tu t'adaptes selon leur objectif? Si le mec arrive avec un objectif de taré, évidemment, tu vas lui dire bah gros, arrête d'aller au resto et arrête tout ça. Mais est-ce que t'en as qui peuvent aussi rejoindre, tu vois, sans forcément arrêter tout ça, couper à côté et prendre ce rythme de vie là, tu vois, et qui serait plus peut-être comme mon profil, ils ont envie de continuer de profiter et de se faire plaisir. Non, mais de toute façon, c'est ça. De toute façon, c'est toujours en fonction des objectifs. Donc, dans tous les cas, c'est différent. Bon, un profil comme le tien, bah voilà, il va aller se faire même 2-3 mâchons par mois s'il veut. C'est pas le problème. Si le mec il fait 2 combats tous les 3 mois, bah, là, le mâchon, non. Tu vois? Donc, non, c'est en fonction des objectifs, évidemment. Après, moi, j'ai plus des profils comme le tien, hein, mais j'ai aussi pas mal de développeurs, donc qui sont plus, eux, leur récompense, c'est les jeux vidéo, si tu veux. Donc ça va pas être d'aller boire des pintes, machin. Bon, ça dépend, hein, j'ai eu de tout. Mais oui, effectivement, moi, j'autorise. En fait, il faut doser. Parce que si le mec, il respecte ce que tu lui dis de faire, s'il le respecte d'ailleurs, et que tu lui dis de pas aller boire de bière, ou de pas aller sortir, ou tu vois, de pas profiter entre guillemets, parce qu'il y en a pour qui profiter, et ça a été le cas pour moi, c'est boire des coups en terrasse. Bah, le mec, si tu permets plus de faire ça, mentalement ça va pas aller. Si mentalement Bien ça sûr. va pas, il sera pas disposé à suivre ta discipline. En tout cas, il l'assurera pas longtemps. Ça va durer un temps, puis après, Ça il va va le dire, bah, dégoûter. Ça va ça le va le dégoûter, dégoûter. comme on disait la dernière fois. Ouais. Voilà, ça va le dégoûter. Donc si le mec c'est un alcoolique notoire et qui décide de se prendre en main et qui suit mon programme, eh bien il va continuer à boire. Je le ferai continuer à boire en diminuant les doses progressivement. De toute façon, il faut être progressif dans tous les cas. Dans tous les cas, il faut être progressif. Regarde, tu le disais pareil pour la méditation. Au début, la méditation, ça te casse les couilles, tu es là, tu penses à plein de trucs, tu n'arrives pas à penser à rien. Mais en fait, le fait de le faire chaque semaine, chaque mois, là, tu vas arriver à déconnecter, tu vas arriver à te recentrer sur toi, tu vas arriver. C'est ce que tu nous diras, hein. Je pense que c'est le retour que tu nous donneras dans quelques semaines. Ou alors tu nous diras, bon, ça m'a saoulé. mais ouais, la progressivité. Voilà ce que je dirais à mes élèves. Mais ouais, vous pouvez même fumer des clopes si vous voulez, hein. De toute façon, c'est simple. Si tu fumes des joints depuis 10 ans, moi, je te ferai jamais arrêter du jour au lendemain. C'est pas possible. Donc, il m'est déjà arrivé de dire à mes élèves, non, mais continue de fumer tes joints. Arrête surtout pas, hein. Par contre, arrête progressivement. C'est-à-dire que on diminue tout doucement. C'est ce que j'ai fait pour la clope, c'est ce que j'ai fait pour plein de trucs dans ma vie. Et en fait, à chaque fois que j'ai changé quelque chose dans ma vie progressivement, c'est resté. À chaque fois que j'ai voulu changer du jour au lendemain, c'est pas resté, ça n'a pas duré. Donc voilà, c'est les enseignements que j'en ai tirés. Et je suis plutôt content d'en avoir tiré ces enseignements maintenant parce que je peux le répéter à mon entourage, je peux déteindre sur mon entourage. Évidemment, je pense à mes enfants, bah, t'inquiète pas qu'ils sont bien au courant. Ouais, c'est clair. Après, moi, là-dessus, il y a juste, je suis 100% d'accord avec tout ça, et de toute façon, dans la vie de tous les jours, je pense avoir un mode de vie plutôt sain, mais c'est vrai que par contre, l'arrêt total, tu vois, même la clope, tu vois, j'ai envie de dire, moi, ça m'arrive en soirée d'en fumer 4-5 clopes, etc., ou l'alcool, etc. Qu'est-ce que tu penses du fait que, c'est une question que je pose ouverte, hein, j'ai pas la réponse, mais des anciens, tu sais, les anciens qui fumaient clope sur clope, qui picolaient beaucoup, etc., et qui quand même, bah t'en as, tu vois, mon grand-père, il a pas mal fumé, mais à côté, ils étaient très peu sédentaires, ils avaient des métiers où ils bougeaient beaucoup de paysannerie évidemment à l'ancienne en France, qui du coup quand même ont vécu très longtemps et sans avoir trop de problèmes, tu vois, tout en clopant à fond, et en plus clope sans filtre et tout à l'époque, truc, et grosse, comment on dit, merde... Enfin voilà, bref, sans qu'il y ait des verres, etc. Et qui pourtant, tu vois, ont vécu très longtemps.
moi, ma théorie là-dessus, c'est que nous, le problème, c'est que à la fois, on peut avoir ce mode de vie-là où on picole pas mal, on fume pas mal, etc. Mais le problème, c'est qu'en plus, on est devenu très très sédentaire. Qu'en plus, au niveau de la qualité de l'alimentation, on mange des trucs beaucoup plus industriels, donc voilà. Et qu'en fait, finalement, le gap, c'est que juste que, en fait, à l'époque, nos anciens, peut-être qui picolaient, qui fumaient beaucoup. Mais à côté de ça, ils avaient des modes de vie beaucoup plus sains, ils bouffaient une alimentation beaucoup plus qualitative, et que finalement, tu pouvais te permettre à côté de t'enquiller quelques verres et de te fumer quelques clopes tous les jours, parce qu'en fait, finalement, tu avais une alimentation qui était beaucoup plus qualitative et que tu étais sur des métiers très manuels, ou tu vois. Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais tu vois, j'en connais plusieurs. Mon grand-père, le grand-père de ma chérie aussi, c'est pareil, tu vois, c'est des mecs, waouh, encore aujourd'hui, pour le grand-père de ma chérie, tu vois, c'est une consommation d'alcool importante, et pourtant le mec, tu sens qu'il va aller jusqu'à, tu vois, ne serait-ce que 85-90 ans, sans trop de soucis, alors qu'à côté, t'as des gens qui fument pas, qui boivent pas, qui vont... c'est toujours un peu l'argument qui revient d'ailleurs. Pourquoi j'arrêterais? Il y a des gens qui vivent très bien, tout en fumant, tout en clopant, etc. Bah, ouais, si tu veux, moi je peux te répondre avec une vision un petit peu plus scientifique. Tu peux pas dire d'une personne, tu peux avoir la meilleure alimentation du monde avec des produits les plus locaux possibles. Si tu fumes des clopes, t'as pas une hygiène de vie saine. Autant tu bois quelques verres le week-end, ok, mais la clope en fait c'est pire que tout parce que ça te fume les poumons. Derrière, non, la clope c'est un cancer, hein. La clope c'est un poison. Y a pas de, tu profites pas de la clope, c'est niette en fait. Ça, je l'ai compris à mes dépens, hein. J'ai fumé pendant presque 10 ans. Euh, j'ai pas de problème, je touche du bois. Là, j'ai arrêté de fumer depuis 1 an. Et puis avant ça, j'avais clairement diminué, je fumais plus qu'en soirée. Et avant ça encore, bah, j'avais déjà eu le déclic, donc j'avais levé le pied sur la clope, etc. Mais non, la clope, c'est de la merde. Tu profites pas avec de la clope, en fait. Encore, le cigare, tu mets pas de fumée dans tes poumons, mais pareil, tu peux avoir, enfin, t'as des problèmes de gorge. C'est du bullshit, ça. Faut profiter autrement, en fait. Faut profiter autrement. Euh, Moi, c'est ce que je dis aux gens, hein. C'est ce que là tu m'as demandé et je te réponds. L'hygiène de vie saine avec la clope, ça va pas ensemble. Avec le vin encore, les bons produits locaux, ok, mais le tabac, non, 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 non. Euh, non. Surtout si tu fais du sport. Surtout. Ouais. Alors, ton alimentation, aussi saine soit-elle, et ton mode de vie, donc sédentaire, aussi peu sédentaire soit-il, ça changera rien. Tu fumes, ton hygiène de vie elle est pourrie parce que tu t'encrasses les poumons. Donc dans tous les cas, c'est s'encrasser la santé et c'est se mettre de sérieux. Et alors en fait, c'est simple. Quand tu fumes une clope, ensuite ton poumon il est encrassé pendant un moment. Parce que ça te ferme les alvéoles pulmonaires. Donc si en plus tu es là, tu fumes 2-3 clopes par week-end, bah en fait non seulement tu récupères pas tes anciennes alvéoles, mais en plus t'en satures d'autres. Donc après je sais pas, est-ce que tu ressens toi au niveau de tes entraînements ou des choses comme ça? Bah, j'imagine que la semaine qui suit, tu vois, moi le week-end, de toute façon, forcément, il y a forcément un soir où on va bien, tu vois, on va s'enquiller du rouge, on va s'enquiller de la bière, on va s'enquiller, si c'est une occasion, on va s'enquiller du champagne, ou du prosecco, trucs comme ça. Là, en fait, je parle de ça, tu vois, ce week-end c'était le cas, raclette. S'il y avait eu 2-3 clopes, j'aurais pu fumer 2-3 clopes facile. Ce qui est sûr, c'est que derrière, évidemment, l'entraînement du lundi, c'est sûr, et je vais être lucide, c'est évidemment qu'il ne va pas être aussi efficace que les autres. Mais tu vois, finalement, dans le week-end, vu que j'avais fait une séance de crossfit le samedi matin aussi, tu vois, finalement, le lundi soir, l'entraînement, il a été nickel, alors que le vendredi soir après le dimanche, j'ai pas bu d'alcool, mais pourtant on a fait un brunch. Mais ouais, non, mais c'est sûr que la performance, elle va être moins bonne. Après, moi, peut-être que c'est mon étape à moi, c'est-à-dire que là, si j'arrêtais tout d'un coup, que ce soit alcool et cigarettes, même à l'apéro le week-end, parce que en semaine, je fume pas, je bois pas. Peut-être que si j'arrêtais tout ça d'un coup, tu vois, peut-être que là, pour le coup, ce serait trop rapide pour moi comme switch. Mais j'ai quand même comme objectif de vie de profiter, c'est-à-dire que j'ai quand même dans mon état d'esprit l'idée de me dire, je préfère, quitte à crever un petit peu plus tôt, avoir profité,
Et pas mettre trop. J'aime bien aussi relâcher et me poser zéro question, tu vois. Parce que après, j'aurais l'impression d'être un peu trop rigide. En tout cas, c'est mon état d'esprit, tu vois. Ouais, Je je pense comprends. que ça doit pas être partagé par tout le monde et je pense que notamment quand tu connais des gens qui ont eu des gros soucis de santé autour de toi, etc. Ou quand tu as ta connaissance à toi, par exemple scientifique, tu sais les retombées des trucs, bon, bah, tu t'abstiens. Mais je sais que, ouais, moi je me verrais pas me priver de manger du gras, de boire de l'alcool et de fumer quelques clopes de temps en temps. Et je te dis ça, je fume même pas tous les week-ends, je vais fumer une fois par mois et encore, c'est pas tous les 2 mois. Mais j'ai besoin quand même à des moments de franchir les interdits aussi. Et c'était pour ça que je te posais la question, t'as bien répondu, du coup, je pense que si tout de suite tu te fixes trop d'interdits et que tu t'autorises pas à transgresser aussi de temps en temps, tu tiens pas sur le long terme. Donc moi j'ai quand même une hygiène de vie très saine et très disciplinée, que ce soit au niveau entrepreneurial ou au niveau intellectuel, au niveau physique et tout. Si de temps en temps, tu vois, je transgresse pas et tu vois, aux 30 ans de ma copine, j'ai fumé peut-être une quinzaine de clopes dans la soirée. Si de temps en temps je m'accorde pas ça, peut-être que tu vois, sur le long terme, je tiens pas. C'est pour ça que je trouvais ça important d'aborder le sujet, c'est effectivement, si tout de suite tu t'autorises aucune transgression, tu tiens pas sur le long terme, quoi. Non, ouais, faut y aller progressivement, hein. Je pense que ça sera le fin mot de ce podcast, la progressivité. Quoi que vous fassiez, de toute façon, je rebondis sur ce qu'on avait dit dans le précédent, il faut sauter et il faut être opportuniste, il faut sauter sur l'occasion, mais ensuite, si tu veux durer, c'est être et durer. Si tu veux durer, il faut de la progressivité. Après, il y a toujours un pecno qui arrive à changer de vie du jour au lendemain. Oui, bah, il y a toujours des exceptions. Mais bon, juste petite anecdote, et je finirai là-dessus, je pense. J'ai un élève un jour qui m'a dit: oui, Kevin, c'est formidable. Je me suis donné comme résolution de l'année de ne pas fumer de clope. Donc je lui dis: d'accord, et t'as fumé des clopes alors cette année? Et il m'a dit: il m'a dit: ah non, pas du tout, zéro clope. Je dis: mais c'est génial ça, attends, comment t'as fait? Il me dit: ah bah je fume que des joints. Je lui ai ferme ta gueule, putain. Magnifique. Ah bah il y a moins de tabac, hein. Ouais, bah, bien. Non, c'est clair. Pire que tout, le mec il remplace par une autre addiction. Tu sais, Bah c'est ça le risque, hein, de toute façon, ouais, c'est de remplacer par une autre addiction. Non, c'est clair. Non, pour le coup de joint, c'est encore différent. Mais bon, pareil. Est-ce que de temps en temps, s'autoriser à la transgression aussi, c'est pas ça qui te maintient un peu vivant, un peu machin. Mais bon, encore une fois, là, on est dans de la suroptimisation. Ouais, là pour le coup, c'est de la suroptimisation. Ouais, là pour le coup, c'est de la suroptimisation. Donc, mais bon, sur le long vu qu'il faut quand même être clair sur son objectif, tu vois, de base, quand tu lances un truc. Si tu te fixes comme objectif d'avoir une vie de moine et tu vois, de rien faire, peut-être que ça va pas t'aider à tenir sur le long terme. C'est bien aussi de se dire, je veux me permettre d'avoir une discipline de vie où de temps en temps je vais pouvoir faire des écarts sans le payer. Je trouve que c'est un bon, en tout cas c'est mon état d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire, puisqu'on va effectivement, ça va être la fin du podcast. Est-ce que tu as une reco? Sinon je peux commencer si tu veux. Par ma reco, en fait, j'en ai déjà parlé dans le podcast, donc ça va aller rapidement. Moi, je recommande effectivement ce podcast Vétérans de France. Et pour ceux qui connaissent le podcast ou ceux qui écouteront, notamment l'épisode Je ne suis que... Comment est-ce qu'il dit? Je ne suis que celui qui s'est pris une balle. Voilà, j'en reparlerai, je pense, dans un autre épisode, mais cet épisode de podcast-là m'a vraiment marqué. C'est le fameux gars qui s'est fait toucher en Afghan et qui, en fait, est interviewé. Et en fait, on parlait d'humilité, justement, lui, ça l'a forcé à l'humilité parce qu'il est là à te dire, en fait, aujourd'hui, je me fais interviewer, mais finalement, c'est pas moi qu'on devrait interviewer, c'est les mecs qui m'ont aidé à sortir du champ de bataille parce qu'en fait, il s'est fait toucher en plein milieu du bourbier. Et ouais, super podcast, super épisode, et puis c'est des gens c'est des parcours de vie qu'on devrait entendre beaucoup plus parce qu'en fait, c'est des gens sans eux. Sans l'armée, comme il dit, sans l'armée, en fait, t'es pas en sécurité. L'armée est là pour protéger nos valeurs, pour nous protéger notre bien-être, pour protéger nos valeurs, notre lifestyle, notre vie de tous les jours, nous protéger physiquement au niveau des valeurs, etc. Donc ouais, très très important, podcast Vétérans de France, très très inspirant. Eh bien, quand vous aurez écouté donc, le podcast cité par François, vous pourrez écouter un des récits, enfin un des
En fait, c'est presque une autobiographie en podcast sous forme de 3 épisodes dans le podcast de biomécanique. Donc, podcast biomécanique par Jérôme Cazerolle, je pense que beaucoup connaissent ici. Voilà, écoutez les retours de Rodman Jared. C'est 3 podcasts qui font plus de 2 heures chacun. Je me suis totalement retrouvé dans son parcours à l'armée. C'est un ancien militaire aussi, non? Ouais, lui c'est Légion étrangère. Ouais, c'est ça. Ouais, et en fait toutes les petites anecdotes, je les ai vécues, enfin j'en ai vécu des similaires, donc non, c'était vraiment... alors, on n'est pas issus du même milieu, etc. Moi je viens pas de Mayotte, je crois qu'il est de Mayotte ou un truc comme ça, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est un récit qui est vraiment plein de cœur, plein de... Tu sens qu'il l'a raconté avec ses tripes. Il y a beaucoup d'émotions sur certains passages. C'est un mec qui a vécu la dépression et qui s'est relevé, qui a un petit resto, qui s'est fait accompagner. Enfin, c'est vraiment un podcast qui m'a fait du bien. Donc je vous conseille de l'écouter si vous voulez avoir un autre retour sur l'armée un petit peu. Et puis vous faire votre avis. Et pareil, toujours pareil, vous placer sur l'échelle. Exactement, ouais, complètement, on restera là-dessus, se placer sur l'échelle, et ouais, je vous recommande vraiment ce podcast, je me suis régalé. Pourtant, voilà, à cette époque-là, quand je l'avais écouté, j'étais pas trop sur l'armée, etc. Machin. Même si vous n'êtes pas du tout familier avec l'armée, le mec il raconte très très bien, hein. Il a un super bon storytelling, il raconte trop bien, c'est drôle, ça s'écoute tout seul. Donc ouais, complètement. Et ben super, merci Kevin pour la reco, merci pour ce 6e épisode, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 6e épisode. Abonnez-vous. Donc si vous êtes sur YouTube, vous posez le petit like qui va bien, vous posez un petit commentaire, n'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des remarques sur peu importe le fond, la forme du podcast, on est à l'écoute. Et si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, n'hésitez pas à laisser, vous savez, vous pouvez remonter sur le podcast et à laisser un avis. Ça nous aide beaucoup en termes de référencement et ça nous aide beaucoup en termes de visibilité. Donc laissez-nous un avis, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez dans vos stories Instagram, partagez sur vos réseaux et ça nous rendrait un gros service pour partager ces valeurs-là qu'on veut vous transmettre et puis tous ces parcours-là aussi qu'on veut vous transmettre. Merci Kevin, à la prochaine. Merci François, à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.